Ils disaient que son silence était plus dangereux qu'une arme chargée. Lorenzo Blackwood, l'homme qui avait bâti un empire sur l'acier et la peur. Dans le restaurant le plus chic de New York, même le sénateur attablé à la table 4 n'osait le regarder dans les yeux. Mais il y avait Clara, une serveuse de 23 ans aux chaussures trouées, qui cachait un secret enfoui dans son passé. Elle n'était pas censée parler. Elle n'était même pas censée être là. Mais lorsqu'elle vit la douleur cachée derrière le regard froid du vieil homme, elle enfreignit la règle d'or. Elle se pencha vers lui et murmura un seul mot en italien. Un mot qui ne fit pas seulement interrompre le dîner. Il arrêta le monde. Et que se passa-t-il ensuite? Il mit à genoux la dynastie milliardaire. Si vous vouliez disparaître à Manhattan, vous n'alliez pas dans les bidonvilles. Vous alliez au Loven, le restaurant de la 57e rue, où l'éclairage était si tamisé et la clientèle si riche que le personnel était traité moins comme des êtres humains que comme des meubles sensibles. Clara ajusta son tablier, les doigts légèrement tremblants, tandis qu'elle lissait le tissu d'un blanc immaculé autour de sa taille. Ses chaussures, des imitations bon marché des mocassins obligatoires de l'uniforme, lui pinçaient les orteils. Elle était debout depuis 9 heures, mais elle ne pouvait pas se permettre de ressentir la douleur. Le loyer était dû dans 3 jours et les factures médicales de sa mère dans l'Ohio s'accumulaient comme des congères contre une porte qu'elle ne pouvait plus fermer. La table 1 arrive dans 5 minutes. Le maître d'hôtel, un Français aux traits anguleux nommé Henri, siffla dans son casque. Il regarda les serveurs alignés près du passe-plat, comme un général inspectant ses troupes avant une mission suicide. Écoutez-moi bien. Vous ne parlez que si on vous adresse la parole. Vous ne proposez pas les plats du jour. Vous ne demandez pas si l'eau est bonne. Vous servez, vous posez, vous disparaissez. C'est compris? Oui, chef, murmura le personnel à l'unisson. Même si Henri n'était pas chef, il aimait simplement le pouvoir que lui conférait ce titre. Clara déglutit péniblement. Table numéro 1, la table des Blackwood. Tout le monde connaissait les Blackwood. Adrian Blackwood était actuellement le célibataire le plus convoité de la côte Est, un magnat de la technologie qui avait réussi à transformer l'argent industriel de son père en or de la Silicon Valley. Il avait 32 ans, était d'une beauté impitoyable et avait la réputation de licencier le personnel pour avoir respiré trop fort. Mais ce n'était pas Adrian qui faisait transpirer le personnel, c'était son père, Lorenzo Blackwood, âgé de 80 ans, le patriarche. Les rumeurs tourbillonnaient autour de lui comme de la fumée. On disait qu'il n'avait pas prononcé un mot gentil depuis la mort de sa femme 20 ans auparavant. On disait qu'il avait un jour acheté une chaîne d'hôtels juste pour licencier un voiturier qui avait rayé sa voiture. C'était un homme fait de la ténacité de l'ancien monde et de la cruauté du nouveau monde. « Clara », s'écria Henry, la faisant sursauter. « Tu t'occupes du service de l'eau et du pain pour la table 1. Ne fais pas d'erreur. Si je vois une seule goutte sur la nappe, tu es viré. Ce soir, je ne te décevrai pas, Henry, dit Clara d'une voix à peine audible. Je me fiche que tu me déçoives, ricana Henry en ajustant ses manchettes. Je me soucie de ma prime. Maintenant, va. Les doubles portes du restaurant s'ouvrirent. L'air dans la pièce sembla changer. L'oxygène fut aspiré par la simple gravité des hommes qui entraient. Les gardes du corps arrivèrent les premiers, balayant la pièce du regard sans rien manquer. Puis Adrian Blackwood, l'air d'un milliardaire dans son costume bleu marine sur mesure, parlant rapidement dans une oreillette qu'il retira juste après avoir franchi le seuil. Et puis, Lorenzo, il était dans un fauteuil roulant, poussé par une infirmière au visage impassible. Il portait un smoking qui semblait provenir d'une autre époque, immaculé et sévère. Son visage était marqué de rides profondes et de peau abîmée par le soleil, ses yeux sombres et larmoyants fixaient droit devant eux, sans rien regarder. Il ressemblait à un roi qui avait conquis le monde pour finalement se rendre compte qu'il détestait la vue. Le restaurant devint silencieux. Même le cliquetis des couverts cessa. Tel était le pouvoir des Blackwood. Clara se précipita vers la station latérale et saisit le lourd pichet en cristal. Son cœur battait à toute rompre. « Contente-toi de verser l'eau, se dit-elle. Contente-toi de verser l'eau et disparaît. » Alors que le groupe s'installait à la table d'honneur dans le coin, isolé par des cordes de velours, Clara s'approcha. Elle pouvait sentir l'eau de Cologne coûteuse qui émanait d'Adrian, un parfum de bois de santal et d'argent frais. Lorenzo sentait différemment. Il sentait le vieux papier et la menthe poivrée.
Père, je t'en prie, disait Adrian, la voix tendue par une frustration contenue. Le conseil d'administration doit prendre une décision sur la fusion d'ici lundi. Tu ne peux pas continuer à tergiverser. Lorenzo ne cligna pas des yeux. Il fixait l'assiette blanche vide devant lui comme si c'était un abîme. « Je ne tergiverse pas. Je ne tergiverse pas, gronda Lorenzo. Sa voix ressemblait à du gravier qui s'entrechoque. Je réfléchis. Tu réfléchis depuis 6 mois, rétorqua Adrian en jetant sa serviette sur ses genoux. Tu mets en péril l'héritage. Clara s'avança, la cruche lourde dans la main. Elle se dirigea vers la maison de Lorenzo. À la droite de Lorenzo, exécutant parfaitement les pauvres. L'eau coula silencieusement dans le gobelet en cristal. La main de Lorenzo tressaillit. Il ne la regarda pas, mais s'adressa à la pièce. L'eau est trop froide. Clara se figea. La glace tinta doucement. Adrian soupira en se frottant les tempes. « Père, c'est de l'eau, buvez-la. »« Ça me fait mal aux dents, » dit Lorenzo d'une voix faible. « Elles tombent à un niveau dangereusement bas. Ils m'apportent de la glace alors que j'ai les os fragiles. » Personne ne réfléchit. Incompétence. Henry se précipitait déjà, le visage pâle. « Je vous présente mes excuses les plus sincères, Monsieur Blackwood. Je vais immédiatement la remplacer. »« Clara, bouge. » Il la repoussa sans ménagement. Clara trébucha, gardant à peine son équilibre, serrant le pichet. Elle sentit la chaleur monter à ses joues. Elle était invisible, mais d'une certaine manière, c'était elle le problème. Alors qu'elle se retirait dans l'ombre de la station-service, elle les observa. Le fils, obsédé par l'avenir. Le père, piégé dans un corps qui le lâchait, entouré d'un luxe qu'il semblait mépriser. Le chef, un génie capricieux nommé Marco, avait servi 3 plats. L'amuse-bouche, une mousse délicate de pétoncle et de truffes. L'entrée, du foie gras avec une réduction de figues. Les pâtes, des raviolis au homard avec une crème au safran. Lorenzo Blackwood n'avait pas touché à son assiette. Les assiettes étaient revenues pleines en cuisine, ce qui avait mis le chef Marco dans une rage folle. « Il m'insulte !» cria Marco en jetant une cuillère de dégustation sur le comptoir en inox. « C'est le meilleur menu de New York. Il veut un hot dog? C'est ça qu'il veut? »« Il est vieux, chef !» osa Clara doucement depuis la fenêtre de retrait, en attendant que le panier à pain soit rempli. « Peut-être qu'il n'a pas faim. »« Ne parle pas des clients, » lui aboya Marco. « Prendre le pain, vas-y. » Clara se dépêcha de sortir. La salle à manger bourdonnait, mais un silence régnait toujours autour de la table 1. Adrian mangeait, mais il était en colère. Il coupait son steak avec des coups agressifs, le couteau grinçant légèrement contre la porcelaine. « Tu dois manger quelque chose, papa, » dit Adrian, sans lever les yeux. « L'infirmière dit que tu as encore perdu du poids. »« La nourriture a un goût de métal, » grommela Lorenzo. Il tirait sur la nappe en lin avec son doigt noueux, défaisant un fil lâche. « Elle n'a pas d'âme. C'est de la nourriture en plastique pour des gens en plastique. »« C'est un restaurant 3 étoiles Michelin, » siffla Adrian. « Arrête de faire des difficultés juste pour me punir. »« Je n'ai pas besoin de te punir, » dit Lorenzo en regardant enfin son fils. Les yeux du vieil homme étaient vifs, lucides et remplis d'une profonde déception. « Tu te punis suffisamment toi-même avec ta cupidité. » Adrian laissa tomber sa fourchette. Elle heurta bruyamment l'assiette. Plusieurs têtes se tournèrent. « Je suis en train d'assurer notre avenir, » dit Adrian, la voix tremblante de rage. « J'essaie de préserver la réputation des Blackwood pendant que tu restes assis ici à pourrir. » L'insulte resta suspendue dans l'air, l'infirmière détournant le regard, gênée. Lorenzo ne cria pas. Il se recroquevilla simplement un peu. Il s'affaissa dans son fauteuil roulant, la combativité le quittant peu à peu. Il semblait soudain incroyablement petit. Il ressemblait à un homme qui voulait rentrer chez lui, mais qui ne savait plus où se trouvait son chez-lui. Clara s'approcha avec la corbeille à pain. C'était un pain au levain artisanal, croustillant et chaud, servi avec du beurre de culture. Il le posa sur la table. Lorenzo regarda le pain, il tendit une main tremblante et toucha la croûte. Il n'en prit pas un morceau. Il se contenta de sentir sa texture. « Trop dur, » murmura-t-il. « Tout est trop dur. » Clara s'arrêta. Elle était censée s'éloigner. Henry l'observait depuis le podium comme un faucon. Mais quelque chose dans la voix de Lorenzo l'arrêta. Ce n'était pas seulement la plainte d'un milliardaire grincheux. C'était le ton.
C'était la cadence particulière d'un homme qui parlait anglais, mais pensait dans une autre langue. Clara regarda ses mains. Elles étaient colieuses, malgré des décennies de richesse. C'étaient des mains de travailleurs. Elle se souvenait avoir lu dans un tabloïd que Lorenzo Blackwood n'était pas né riche. Il était arrivé par bateau dans les années 1950, un immigrant terriblement pauvre qui avait travaillé dans des aciéries avant de les acheter. Elle regarda la nourriture raffinée intacte. Elle regarda le pain au levain. Et puis elle se souvint de son propre grand-père, Nonno Pietro. Il avait été charpentier dans l'Ohio. Quand il avait vieilli et que la démence avait commencé à s'installer, il avait arrêté de manger la nourriture de l'hôpital. Il disait qu'elle n'avait aucun goût. Clara comprit ce qui se passait. Lorenzo n'était pas difficile. Il avait le mal du pays. Il avait soif de souvenirs. Elle ne devait pas le faire. Si elle parlait, elle serait renvoyée. Henri la regardait droit dans les yeux. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires. Mais en regardant le vieil homme, en voyant la solitude dans ses yeux, Clara sentit son cœur se briser. Elle fit un pas vers lui, brisant la barrière invisible. Adrian leva les yeux, agacé. « Qu'y a-t-il » ? Nous n'avons rien demandé. Clara l'ignora. Elle ignora le milliardaire. Elle ignora l'infirmière. Elle regarda Lorenzo Blackwood droit dans les yeux. Elle se pencha, enfreignant la distance protocolaire, jusqu'à ce que son visage soit à la hauteur du sien. La pièce sembla s'arrêter. Henri se mit à marcher rapidement vers la table, les yeux écarquillés de panique. Clara prit une inspiration. Elle regarda le pain, puis Lorenzo, et murmura le mot. « Scarpetta ». Elle le prononça doucement, avec un accent italien parfait et chantant. Ce n'était pas seulement un mot, c'était une invitation. Lorenzo releva brusquement la tête. Pour la première fois de la soirée, son regard se fixa complètement. Il regarda Clara, la regarda vraiment. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il d'une voix rauque. Henri arriva à la table, essoufflé. « Monsieur Blackwood, je suis vraiment désolé. Cette serveuse est nouvelle. Elle va partir immédiatement. » Il tendit la main pour attraper le bras de Clara. Lorenzo leva la main. « Stop !» L'ordre était catégorique. Henri se figea, la main suspendue à quelques centimètres du coude de Clara. Lorenzo reporta son regard sur Clara. Ses yeux étaient grands ouverts, scrutant son visage. « Répétez-le. » Clara ignora le tremblement de ses genoux. Elle ignora le regard furieux qu'Adrian lui lançait. Elle sourit, un sourire triste et complice. « Faire la scarpetta » murmura-t-elle. Cela signifiait littéralement « faire la petite chaussure ». C'était une expression italienne qui désignait le fait de prendre un morceau de pain pour essuyer les restes de sauce tomate dans son assiette. C'était quelque chose que l'on faisait à la maison, dans la cuisine, en famille. C'était impoli dans la haute société. C'était considéré comme un comportement de paysan. Mais pour un Italien qui avait grandi sans rien, c'était la meilleure partie du repas. C'était le goût du réconfort. Lorenzo la fixa du regard. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Le masque du milliardaire en colère se fissura et en dessous, le visage du garçon immigrant apparut. « Ma mère, » murmura Lorenzo. Elle disait toujours, « Si tu ne fais pas la scarpetta, le chef va pleurer. » Parce que la sauce est l'âme du plat, termina Clara à sa place, citant un vieux proverbe que son nonno avait l'habitude de dire. Les yeux de Lorenzo se remplirent de larmes, de vraies larmes. Adrian les regarda, complètement perdu. Que se passe-t-il? Que t'a-t-elle dit? Lorenzo ignora son fils. Il pointa un doigt tremblant vers les raviolis au homard raffinés qui refroidissaient sur la table. Ça, ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'or. Je ne peux pas manger de l'or. Il regarda Clara. Ont-ils du sugo? Du vrai sugo? Clara connaissait le menu. Il n'y avait pas de simple sauce tomate. Il y avait des réductions, des mousses et des glaçages. Je peux demander à la cuisine, dit Clara doucement. Mais je pense savoir ce dont tu as besoin. Elle se tourna vers Henri qui semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque. Henri, dit-elle d'une voix étonnamment calme, demande à Marco un bol de spaghetti nature, al dente, avec de l'huile d'olive, et un accompagnement de la sauce marinara qu'il prépare pour le repas du personnel. Pas la sauce pour les clients, la sauce pour le personnel. Tu es folle? Siffla Henri. On ne peut pas servir la nourriture du personnel à la table numéro 1. Faites-le! Lorenzo rugit. Le son résonna sur les murs en acajou. Tout le restaurant sursauta.
Fais ce qu'elle dit. Lorenzo frappa du poing sur la table. Et apporte-moi du pain moelleux, pas ce rocher. Henry fit demi-tour et courut vers la cuisine. Pendant les 10 minutes qui suivirent, le restaurant resta dans un état de suspension. Adrian était assis, stupéfait, observant son père. Lorenzo observait Clara. « D'où viens-tu » lui demanda Lorenzo. Sa voix n'était plus rauque. Elle était plus légère. « De l'Ohio, » répondit Clara. « Mais ma famille, nous sommes originaires des Abruzzi. » Des Abruzzi, Lorenzo acquiesça, un léger sourire effleurant ses lèvres. Une terre dure, des gens forts, des gens têtus, corrigea Clara avec un sourire. Lorenzo poussa un son qui surprit tout le monde, un rire. C'était un son rouillé, sec, mais c'était un rire. Vous voyez, têtus. Quand Henry revint, il portait un simple bol blanc. À l'intérieur, il y avait des spaghettis recouverts d'une sauce rouge brillante et huileuse. La simple sauce à l'ail et à la tomate que la mère du plongeur préparait pour le personnel avant le service. Elle sentait le basilic et la maison. Il la posa devant Lorenzo. Clara prit un morceau de pain italien moelleux dans un autre panier qu'elle avait dérobé à l'arrière. Elle le posa à côté du bol. Lorenzo n'attendit pas les couverts. Il prit la fourchette, enroula une grosse bouchée et la fourra dans sa bouche. De la sauce coula sur son menton. Il s'en moquait. Il mâcha, ferma les yeux et avala. Puis il prit le pain. Il essuya le bol, scarpetta. Il mangea le pain. Adrian, dit Lorenzo, la bouche pleine. Oui, père? Adrian semblait terrifié. C'est bon. Good. Adrian cligna des yeux. Il regarda les pâtes bonne marché. Il regarda la serveuse qui venait d'orchestrer un coup d'état au milieu d'un dîner 3 étoiles. Je vais bien, papa. Lorenzo se tourna vers Clara. Comment vous appelez-vous? Clara. Clara Ricci. Ricci, Lorenzo acquiesça. Il s'essuya la bouche avec la serviette en lin, la tachant de rouge vif. Clara Ricci, tu es la première personne en 5 ans qui m'ait regardé et vu un homme, pas un compte en banque. Il fouilla dans la poche de son smoking. Papa, ne fais pas ça, prévint Adrian, pensant qu'il cherchait son portefeuille pour donner un pourboire. Nous gérons les pourboires numériquement. Lorenzo sortit un petit carnet en cuir usé. Il l'ouvrit à une page blanche. Il griffonna quelque chose dessus avec un stylo en or. Il déchira la page. Il la tendit à Clara. « Si jamais tu en as assez de servir des idiots, dit Lorenzo en jetant un coup d'œil à Henry, appelle ce numéro, demande Béatrice. Dis-lui que tu sais ce que signifie Scarpetta. Clara prit le papier. Il y avait un numéro de téléphone et un nom. Merci, signor, murmura-t-elle. Lorenzo se remit à manger ses pâtes. Il vida son assiette. Le dîner prit fin. Les Calloway partirent. Dès que les portes se refermèrent, Henry se précipita vers Clara. Son visage était violet. « Tu te crois maligne ?» cracha Henry. « Tu penses que parce que le vieil homme a aimé ton petit numéro, tu es en sécurité? » « Il a mangé, dit Clara. « Il n'avait pas mangé depuis des mois, Henry. Tu as humilié le chef. Tu m'as humilié. Tu as servi des ordures à un milliardaire. » Henry arracha le tablier de sa taille. « Sors d'ici, tu es viré. Ne prends pas la peine de pointer. » Clara resta là, le tablier à la main. Le bruit de la cuisine rugissait derrière elle. Elle avait sauvé le dîner, mais elle avait perdu son emploi. Elle regarda le morceau de papier dans sa main. Elle sortit dans la nuit froide de New York, le papier serré dans son poing. Elle ne le savait pas encore, mais ce bout de papier était une clé. Et elle venait d'ouvrir une porte qui était restée fermée pendant 50 ans. Mais à l'intérieur du restaurant, Adrian Blackwood était toujours assis à table, longtemps après que son père eût été emmené. Il regardait la chaise vide où Clara s'était tenue. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Vérifiez ses antécédents », dit Adrian d'une voix froide. « Clara Ricci. Découvrez qui elle est. Découvrez tout. Mon père vient de lui donner accès à la ligne privée. Je veux savoir si c'est une arnaqueuse ou une espionne. » Il fit une pause regardant les miettes de pain laissées dans l'assiette de son père. « Et découvrez pourquoi mon père l'a regardée comme s'il la reconnaissait. » 72 heures plus tard, Clara fixait un avis d'expulsion orange vif collé sur la peinture écaillée de la porte de son appartement dans le Queens. Henry ne l'avait pas seulement licenciée, il l'avait mise sur liste noire. Dans le monde très fermé de la restauration haut de gamme à Manhattan, les nouvelles allaient plus vite que l'éclair. Elle avait insulté un VVIP.
2 entretiens qu'elle avait réussi à obtenir furent annulés par SMS avant même qu'elle n'arrive. Dans son petit appartement, l'air était chargé de l'odeur du café rassis et d'une panique grandissante. Son téléphone vibra sur le comptoir en stratifié bon marché. C'était l'agence de recouvrement pour les factures d'hôpital de sa mère dans l'Ohio. Encore. Clara laissa le répondeur prendre le message. Elle s'effondra sur son futon, la tête entre les mains. L'adrénaline de cette nuit chez Lovin s'était dissipée, laissant place à une réalité écrasante. Elle avait défendu l'humanité, et l'humanité l'avait récompensée en lui retirant son gagne-pain. Son regard se posa sur la petite table basse bancale. Posée là, maintenue par une tasse de thé tiède, se trouvait la page déchirée du carnet de Lorenzo Blackwood, Béatrice, et un numéro. Cela semblait insensé. Lorenzo Blackwood était un homme connu pour écraser les syndicats et ruiner ses rivaux. Ce n'était pas un sauveur. Ce moment au restaurant, cela devait être un hasard, un caprice sénile provoqué par une hypoglycémie. Si elle appelait ce numéro, elle était terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver. Dans le meilleur des cas, un rejet humiliant par une assistante de direction influente. Dans le pire des cas, Adrienne Blackwood déciderait qu'elle essayait d'exploiter son père et lui enverrait ses avocats. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre appel de recouvrement. Clara attrapa le bout de papier. Sa main tremblait tellement qu'elle se trompa de numéro la première fois. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisit et composa à nouveau le numéro. La sonnerie retentit 2 fois. Résidence Blackwood. Bureau privé. Ici Béatrice Vance. La voix était intimidante. Claire, précis, avec un accent mid-atlantique qui évoquait l'argent et les vieux films. Ce n'était pas la voix d'une secrétaire, c'était la voix d'une gardienne. « Bonjour », balbutia Clara, la gorge serrée. « Je m'appelle Clara Ritchie. J'ai rencontré M. Lorenzo Blackwood il y a quelques nuits à Lovin. Il m'a donné ce numéro. » Un silence s'installa au bout du fil. Clara pouvait entendre le léger grattement d'un stylo sur du papier. « Clara Ritchie », répéta Béatrice, savourant le nom. La serveuse avec la scarpetta. Clara se figea. « Oui, c'est moi. Monsieur Blackwood attend votre appel depuis 2 jours, mademoiselle Ritchie. Il commençait à penser que vous aviez suffisamment de bon sens pour ne pas vous impliquer avec cette famille. J'ai failli ne pas le faire, admit Clara. Mais vous êtes désespéré, déclara Béatrice sans méchanceté. C'était juste un fait. Henry chez Lowen est un petit fouineur vindicatif. Nous avons supposé qu'il vous licencierait. Clara sentit une étincelle de colère. Vous avez supposé, et vous n'avez rien fait. Nous attendions de voir si vous auriez le courage d'appeler, dit Béatrice d'un ton suave. Lorenzo n'engage pas de lâche. Pouvez-vous être au domaine d'Oyster Bay à 14 heures aujourd'hui? Le domaine? Je pensais que cela concernait un emploi dans l'un de ces autres restaurants. Béatrice eut un petit rire sec, étrangement similaire à celui que Lorenzo avait poussé au restaurant. Ma chère enfant, Lorenzo Blackwood ne s'intéresse plus au restaurant depuis 30 ans. Il ne veut pas d'une serveuse. Il veut un souvenir. 2 heures, c'est un peu tard. Ne soyez pas en retard. Le code du portail est 1923. La ligne fut coupée. Clara dépensa ses derniers 40 $ pour acheter un billet de train pour Long Island et un taxi de la gare au domaine Blackwood. Le domaine était terrifiant. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse construite en pierre grise qui dominait le détroit de Long Island. Les hautes portes en fer s'ouvrirent silencieusement. Lorsque le chauffeur de taxi tapa le code, l'allée s'étendait sur 1,5 kilomètre, bordée de chênes centenaires qui semblaient se pencher vers elle, lui murmurant des avertissements. Lorsque Clara sortit du taxi, elle se sentit incroyablement petite. Ses vêtements, un pantalon noir propre et un pull gris sobre, lui semblaient bon marché dans ce décor de pelouse impeccable et d'architecture imposante. La porte d'entrée massive s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Debout devant elle se tenait une femme qui semblait avoir été sculptée dans le même granit que la maison. Béatrice Vance avait peut-être 70 ans. Grande et imposante, elle avait des cheveux gris acier tirés en arrière en un chignon sévère. Elle portait un tailleur en laine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Clara dans l'Ohio. Ses yeux étaient vifs, intelligents, et elle évalua Clara de la tête aux pieds en une fraction de seconde. « Vous êtes plus mince qu'à la télévision », dit Béatrice en guise de salutation. À la télévision,
demanda Clara, perplexe. Les images de vidéosurveillance du restaurant. Adrian les a récupérées moins d'une heure après votre départ. Entrez, Mel Ritchie. Nous avons beaucoup à discuter avant l'arrivée du loup. Le loup, Adrian, dit Béatrice d'un ton sec, s'écartant pour laisser Clara entrer dans le vaste hall en marbre. Il pense qu'il dirige cet endroit. Il dirige l'entreprise. Je dirige Lorenzo. Il y a une différence importante. Béatrice conduisit Clara non pas dans un bureau, mais dans une vaste bibliothèque stérile qui sentait le cuir et le désuétude. Elle fit signe à Clara de s'asseoir dans un fauteuil à oreilles qui semblait conçu pour que son occupant se sente inférieur. « Soyons clairs, mademoiselle Ritchie, » commença Béatrice, debout près d'une cheminée froide. « Lorenzo est en train de mourir. Pas rapidement, ce qui est une chance, mais lentement, ce qui est une torture. Son corps abandonne, mais son esprit est prisonnier d'une boucle de regrets et de nostalgie. Adrian, son fils, pense que la solution est de le mettre sous médicaments pour le rendre docile et le maintenir en vie assez longtemps pour assurer les bénéfices du prochain trimestre. » Clara écoutait, fascinée par la franchise de Béatrice. Ce qu'Adrian ne comprend pas, poursuivit Béatrice en plissant les yeux, c'est que son père meurt de faim dans une pièce remplie de nourriture. Une faim spirituelle. Cette performance au restaurant, c'était la première fois en 5 ans que je voyais le vrai Lorenzo apparaître à travers le brouillard. « Je lui ai juste donné des spaghettis, » murmura Clara. « Tu lui as donné la permission d'être humain, » corrigea Béatrice. « Lorenzo veut t'embaucher, pas comme employé. Il a déjà assez d'employés qui le craignent. Il veut une compagne. Quelqu'un qui parle sa langue, et je ne parle pas seulement de l'italien. Quelqu'un qui comprend qu'une tomate est plus qu'un simple ingrédient. Que devrais-je faire? Être là, lui parler, discuter avec lui, si nécessaire, cuisiner pour lui. De la vraie nourriture, pas ces absurdités françaises. Lui rappeler pourquoi il s'est battu si dur pour construire tout cela. » Béatrice fit une pause. « Le salaire est de 150 000 $ par an, plus le gîte et le couvert ici, en deux domaines. Oscar, tous les avantages sociaux pour vous et votre mère. Nous sommes au courant de son état de santé. Nous sommes propriétaires de la compagnie d'assurance qui refuse sans cesse ses demandes de remboursement. » Clara se sentit mal. La somme d'argent était astronomique. Elle résolvait tous les problèmes. Mais cette manipulation lui donnait la chair de poule. « Vous êtes propriétaire de la compagnie d'assurance? C'est Adrian qui en est propriétaire. » Béatrice précisa avec un regard dégoûté. Cette somme d'argent était destinée à être vendue. 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 Adrian Blackwood entra d'un pas décidé. Il semblait différent de ce qu'il était au restaurant. Là-bas, il était agacé. Ici, sur son terrain, il était prédateur. Ses yeux étaient d'un bleu froid et intense, et sa mâchoire était crispée. Il tenait un dossier en papier craft à la main. « Sortez, Béatrice » grogna Adrian, sans regarder la femme plus âgée. Ses yeux étaient fixés sur Clara comme des viseurs laser. Béatrice ne broncha pas. « Je mène un entretien à la demande de votre père, Adrian. Surveillez vos manières. Mon père est mentalement déficient et vous encouragez une escroque. » Adrian jeta le dossier sur la petite table devant Clara. Des photos s'en échappèrent. Clara baissa les yeux. Il y avait des photos d'elle quittant son appartement, entrant dans le magasin de porno hier pour vendre la bague de sa grand-mère. Une photo de sa mère, frêle et reliée à des machines de dialyse dans l'Ohio. Une copie du certificat de décès de son père, décédé dans un accident d'usine il y a 10 ans, montrant les dettes qu'il avait laissées derrière lui. Clara Ritchie, récita Adrian d'une voix pleine de mépris. 23 ans, a abandonné ses études. Son père est mort en laissant une dette de 80 000 $ à la banque. Sa mère souffre d'une insuffisance rénale terminale. Vous avez actuellement 3 mois de retard dans le paiement de votre loyer et vous venez de mettre en gage une bague en or pour 200 $. Vous êtes en train de vous noyer, Mel Ritchie, et vous avez vu mon père comme une bouée de sauvetage. Clara se sentit violée. Toutes ses souffrances secrètes étaient étalées sur la table en acajou. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se leva et fit face au milliardaire.
Je ne savais pas qui il était quand je l'ai servi, dit Clara, la voix tremblante de rage. J'ai vu un vieil homme triste, quelque chose que vous n'avez probablement jamais pris la peine de remarquer. Ariane rit, un rire dur, aboyant. Épargne-moi ton numéro de cœur saignant. Tout le monde veut quelque chose des Blackwood. Tu as trouvé son point faible, son attachement sentimental à son pays natal. C'était une bonne arnaque, astucieuse. Il sortit un chéquier de la poche intérieure de sa veste. Il dévissa le capuchon d'un stylo à plumes. 50 000 $, dit Adrien en écrivant rapidement. En espèces, aujourd'hui, tu prends de l'argent, tu sors par cette porte et tu ne parles plus jamais à mon père. Utilise-le pour aider ta mère à se remettre sur pied. C'est plus que ce que tu gagneras en 2 ans à servir des pâtes. Il déchira le chèque et le tendit vers elle. C'était une bouée de sauvetage. C'était la liberté, loin de la peur, pour la première fois depuis des années. Clara regarda le chèque, puis elle regarda le visage satisfait et victorieux d'Adrian. Il pensait que tout et tout le monde pouvait être acheté. Il la regardait de la même manière qu'il avait regardé les raviolis au homard, un objet à consommer ou à jeter en fonction de son utilité. Puis elle pensa au regard de Lorenzo lorsqu'il mangeait le pain, le regard d'un homme qui avait été vu pour la première fois depuis des décennies. Si elle prenait cet argent, elle accepterait qu'Adrian ait raison, que ce moment n'avait aucune importance, que ce n'était qu'une transaction. Clara tendit la main et prit le chèque. Adrian sourit narquoisement. Lentement, délibérément, Clara déchira le chèque en 2, puis en 4. Elle laissa les morceaux tomber sur le tapis perçant coûteux. Le visage d'Adrian devint vide de choc. Son sourire narquois disparut. « Vous ne pouvez pas acheter Scarpetta, Monsieur Blackwood, » dit Clara calmement. « Et vous ne pouvez pas m'acheter. » Elle se tourna vers Béatrice, qui observait la scène avec un air de profonde satisfaction. « Quand est-ce que je commence ?» demanda Clara. Adrian s'avança, sa présence physique menaçante. « Vous faites une énorme erreur. Vous pensez pouvoir survivre dans cette maison? Je vais vous mâcher et vous recracher. Vous regretterez de ne pas être resté dans le Queens. » Peut-être, intervint Béatrice froidement, s'interposant entre eux. Mais elle laisse l'invité de Lorenzo maintenant. Et si vous la touchez, Adrian, je dirai à votre père exactement où vous avez transféré les actifs des îles Caïmans le mois dernier. Adrian se figea. Il pâlit. Il regarda Béatrice puis Clara, réalisant qu'il venait de perdre une bataille tactique. Il ne savait même pas qu'il était en train de se battre. Sans un mot, Adrian fit demi-tour et sortit en trombe de la bibliothèque. Béatrice baissa les yeux vers le chèque déchiré sur le sol, puis leva les yeux vers Clara. Un sourire sincère illumina son visage sévère, le transformant. « Bien joué, mademoiselle Ricci, » murmura Béatrice. « Bienvenue à l'asile. Maintenant, allons vous chercher un tablier. » Lorenzo demande du risotto. Le premier mois au domaine Blackwood fut une guerre d'usure. Adrian mit sa menace à exécution. Il ne pouvait pas renvoyer Clara, alors il essaya de la briser. Il demanda au personnel de l'ignorer. Il s'assura que le chauffage de la chambre qui lui avait été attribué dans l'aile ne fonctionnait pas correctement, la laissant glaciale. Il se plaignait constamment que sa cuisine n'était pas équilibrée sur le plan nutritionnel pour un homme souffrant d'une maladie cardiaque comme Lorenzo, en voyant des médecins coûteux lui faire la leçon. Mais Clara avait grandi dans la pauvreté dans l'Ohio. Les chambres froides et les autorités critiques n'étaient pas une nouveauté pour elle. Le véritable défi était Lorenzo. C'était un homme prisonnier de sa propre amertume. Certains jours, il refusait de quitter son lit. Il refusait de quitter son lit, fixant le plafond, marmonnant dans un dialecte italien si ancien et si localisé que Clara avait du mal à le comprendre. D'autres jours, il piquait des crises de rage, jetant des objets sur les infirmières engagées par Adrian, terrifié par le déclin de son propre corps. Mais Clara ne le traitait pas comme un patient, elle le traitait comme son nono. Quand il se mettait en colère, elle lui criait en italien de cesser de se comporter comme un bambino gâté. Cela le choquait et le réduisait au silence. Quand il boudait, elle l'ignorait et se mettait à cuisiner dans la petite kitchenette adjacente à sa suite. Elle ne préparait pas de plats raffinés. Elle faisait des pastas et fagioli, une soupe paysanne à base de haricots et de restes de pâtes. Elle préparait du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin légèrement brûlées sur les bords
exactement comme on le ferait dans un four des Abreuses. L'odeur était de son arme. Elle se glissait sous sa porte, un feuille-fer comme un bande olfactif qui le ramenait à la vie. Lentement, miraculeusement, Lorenzo commença à se détendre. Cela commença par de petites choses. Il mangeait de la soupe. Puis il accepta de s'asseoir dans son fauteuil roulant près de la fenêtre pendant qu'elle préparait les légumes. À la 3e semaine, il se mit à parler. « Adrian ne comprend pas, » dit Lorenzo d'une voix rauque, un après-midi pluvieux, en regardant Clara hacher du basilic. Il voit l'acier, il voit le silicium, il voit le marché, il n'a jamais vu le feu. « Le feu ?» demanda Clara doucement. Le haut fourneau était un million. Le regard de Lorenzo était lointain. Quand je suis arrivé ici, il y a 50 ans. La chaleur, elle a fait fondre la peau de ton visage. Mais nous avons fabriqué l'acier qui a construit cette ville. Nous étions des géants. Et maintenant, je suis un infirme dans une cage dorée. C'est toi qui as construit cette cage, Lorenzo, dit Clara doucement. Il la regarda d'un air sévère, mais ne contesta pas. Peut-être. Mais Adrian a verrouillé la porte. Il a honte de l'acier, honte de la saleté sous ses ongles. Il veut que tout soit propre, numérique, stérile. Il pointa un doigt tremblant vers un portrait accroché au mur, celui d'une femme belle et austère. Sa mère, une aristocrate américaine, une vieille fortune. Elle détestait l'odeur d'ail dans mon haleine. Elle a essayé de me faire perdre mon accent italien. Adrian est son fils, pas le mien. C'était un aveu déchirant. Le titan de l'industrie se sentait complètement étranger à son propre héritage. À mesure que Lorenzo devenait plus fort, la panique d'Adrian devenait palpable. Lorenzo assistait à nouveau aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence. Il contredisait les décisions d'Adrian. Le cours de l'action vacillait parce que le marché détestait l'incertitude. Un soir, Clara était dans la cuisine principale, préparant une collation de bruschetta pour Lorenzo, quand Adrian l'a acculé. Le personnel de cuisine a disparu instantanément. « Tu l'empoisonnes », siffla Adrian en frappant du poing sur le billot. Son taux de cholestérol a augmenté. Les médecins sont furieux. « Il est heureux, Adrian », répondit Clara calmement, sans s'arrêter de couper. Pour la première fois depuis des années, il rit. Cela ne vaut-il pas quelques points de cholestérol? Il est imprévisible. Hier, il a annulé la fusion avec Takemoto Industries, un contrat d'1 milliard de dollars, parce qu'il a dit que le PDG ne le regardait pas dans les yeux. Adrian se pencha vers elle, son haleine chaude imprégnée de scotch. « Tu le manipules, tu lui chuchotes des sottises à l'oreille et tu détruis cette entreprise. »« Je pense qu'il voit enfin clair, » répondit Clara. « Écoute-moi, petite croqueuse de diamants. » Adrian lui saisit le poignet avec force. Le couteau tomba de sa main dans un bruit métallique. « Je sais ce que tu fais. Tu penses que si tu le fais t'aimer, il changera son testament. Mais j'ai une procuration. Je le ferai déclarer incapable d'ici la fin de la semaine. Et je te mettrai à la rue sans rien. Lâche-la. » Sa voix était tonitruante. Adrian lâcha le poignet de Clara comme s'il s'était brûlé. Ils se retournèrent tous les deux. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Debout. Pas dans son fauteuil roulant. Il s'appuyait lourdement sur une canne que Béatrice lui tenait, tremblant sous l'effort. Mais il était debout. Ses yeux brillaient de la fureur du jeune homme qui travaillait autrefois dans les hauts fourneaux. « Père, » balbutia Adrian en reculant d'un pas, « tu ne devrais pas marcher. L'effort. » « Silence, » ordonna Lorenzo. Le mot claqua comme un coup de fouet. Il avança en boitant de quelques pas, Béatrice le soutenant. Il regarda son fils, puis Clara. « Tu penses qu'elle est ici pour mon argent ?» demanda Lorenzo à Adrian, d'une voix basse et menaçante. « Bien sûr que oui. Regarde-la. Elle n'est rien. » Lorenzo rit. C'était un son terrifiant. « Rien ?» Lorenzo secoua la tête. Il regarda Clara avec une intensité qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était plus de l'affection, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de presque effrayant. « Tu m'as demandé une fois, Adrian, comment j'avais commencé, dit Lorenzo. Comment un garçon qui n'avait rien d'autre que la chemise qu'il portait avait acheté sa première aciérie. »« Tu as obtenu un prêt, » dit Adrian avec impatience. « D'une banque. Aucune banque ne voulait de moi, cracha Lorenzo. Je ne parlais pas anglais, je sentais le charbon.
Il se tourna complètement vers Clara. « Redis-moi le nom de ton père, exigea Lorenzo. Clara était confuse, se frottant le poignet meurtri. Mon père, il s'appelait Antonio Ricci. Lorenzo acquiesça lentement. Et son père, ton grand-père, Pietro Ricci. Le nom frappa la pièce comme un coup physique. Lorenzo ferma les yeux, vacillant légèrement. Béatrice lui serra le bras plus fort pour le stabiliser. Même Adrian semblait déconcerté par la réaction de son père. Pietro Ricci, murmura Lorenzo, comme une prière et une malédiction. Il ouvrit les yeux et regarda Adrian. Tu ne l'appelles pas Adrian, mais tu as tort. Cette maison lui appartient. La chemise que tu portes lui appartient. Chaque poutre d'acier de chaque bâtiment que nous avons construit lui appartient. Adrian avait l'air complètement perdu. De quoi parles-tu? La démence empire. Ce n'est pas de la démence, c'est de l'histoire. Lorenzo rugit en frappant le sol carrelé avec sa canne. Il y a 55 ans, je mourais de faim dans une pension à Pittsburgh. Je voulais acheter une part dans un parc à ferraille. Cela coûtait 500 $. C'était une fortune. Lorenzo regarda Clara, les yeux brillants de 50 ans de culpabilité. Ton grand-père? Pietro. Il était charpentier, le meilleur que j'ai jamais connu. Il avait économisé 500 $ pour acheter son propre magasin. Il lui a fallu 10 ans pour les économiser. La voix de Lorenzo se brisa. Il a vu ma faim. Il a vu mon feu. Il m'a donné l'argent. Tout l'argent. Il m'a donné son avenir pour que je puisse avoir le mien. Clara eut le souffle coupé, portant la main à sa bouche. Son nonno Pietro était mort pauvre, travaillant pour d'autres jusqu'à ce que son dos lâche. Il n'a jamais eu son propre magasin. Il m'a fait promettre, continua Lorenzo, les larmes coulant sur ses joues burinées. Il m'a dit, « Lorenzo, quand tu seras riche, tu me rembourseras, avec intérêt. » Nous nous sommes serrés la main, à la manière Scarpetta. D'homme à homme, 2 ans plus tard, j'ai gagné mon premier million. Je suis retourné le voir. Il était parti. Il avait déménagé dans l'Ohio, m'a-t-on dit. J'ai engagé des détectives. Je l'ai cherché pendant 20 ans. Mais Ricci, c'est un nom courant. Je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai bâti un empire sur un rêve volé. Le silence dans la cuisine était absolu. Le seul bruit était le ronronnement des réfrigérateurs industriels. Quand j'ai entendu ton nom au restaurant, chuchotait Lorenzo à Clara. Quand j'ai vu tes yeux, tu as ses yeux, les yeux de Pietro, j'ai su. La dette était enfin arrivée à échéance. Lorenzo se tourna vers son fils, qui était pâle comme un fantôme. Tu veux me déclarer incompétent, Adrian? Vas-y, mais sache ceci. Demain matin, je convoque une conférence de presse. J'annoncerai la création du Ritchie Blackwood Trust. 51% de toutes mes actions avec droit de vote y seront placées. Adrian avait l'air sur le point de vomir. 51%, c'est le contrôle de la société. Papa, tu ne peux pas, c'est fait, dit Lorenzo. Il regarda Béatrice. Béatrice a préparé les documents. Et devinez qui seront les co-administrateurs? Lorenzo pointa sa canne vers Clara. Beatrice Vance et Clara Ritchie. La salle du conseil au 50e étage de la Blackwood Tower ressemblait moins à une pièce qu'à une cage de verre suspendue dans les nuages. Elle était conçue pour intimider. La table était un bloc de 2 mètres de long en obsidienne polie qui ressemblait à une nappe d'huile gelée. Les chaises étaient en cuir aéronautique. La vue offrait un panorama sur Manhattan, un royaume d'acier et d'ambition que Lorenzo Blackwood avait conquis brique par brique. Aujourd'hui, cependant, l'atmosphère n'était pas à la conquête. C'était une veillée funèbre pour l'Ancien Régime. 12 hommes et 3 femmes étaient assis autour de la table. C'étaient les titans de la finance, le conseil d'administration, des gens qui faisaient bouger les marchés d'un simple murmure. Ils étaient maintenant silencieux, vérifiant nerveusement leurs montres ou lissant les plis invisibles de leurs costumes sur mesure. Ils avaient été convoqués pour une réunion d'urgence à 9 heures précises, sans ordre du jour. À la tête de la table se trouvait le siège vide habituellement réservé à Adrian. À sa droite était assise Beatrice Vance. Elle lisait un rapport financier avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui lit un menu de déjeuner. À gauche était assise Clara Ritchie. Clara gardait les mains jointes sur ses genoux pour cacher le fait qu'elle tremblait. Béatrice l'avait habillée d'un blazer bleu marine et d'un pantalon anthracite sur mesure. Une armure, avait-elle dit.
Mais Clara se sentait comme une imposteur. Elle était une serveuse qui savait équilibrer 4 assiettes sur un bras, une prédatrice financière qui comprenait les stock options. Elle regardait la ville en contrebas, prise de vertige par son ascension soudaine. Qu'est-ce que je fais ici, pensait-elle. Je devrais être en train de pointer pour mon service du midi. Les lourdes portes doubles s'ouvrirent dans un sifflement. La salle retint collectivement son souffle. Adrian entra le premier. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Sa cravate était légèrement de travers. Ses yeux étaient cernés de rouge. Il se dirigea vers le bout de la table, posa les mains sur le dossier de la chaise du président et sembla prêt à parler. Mais alors, un bourdonnement de moteur emplit la pièce. Lorenzo Blackwood entra en fauteuil roulant. Il ne portait pas le pyjama ou la robe de chambre dans lesquels il vivait depuis des années. Il portait un costume 3 pièces grises anthracite taillé dans de la laine italienne vintage. C'était un costume des années 1970, un peu trop large pour lui maintenant, mais qui portait le poids de l'histoire. Il n'avait pas l'air fragile. Il ressemblait à un général à la retraite qui retournait au front. « Assieds-toi, Adrian, » dit Lorenzo. Sa voix n'était plus rauque, c'était un grondement grave, amplifié par l'acoustique parfaite de la pièce. « Père, je suis le PDG, » dit Adrian, la voix cassée. « Je préside cette réunion. »« Assieds-toi, » dit Lorenzo en pointant un doigt noueux vers une chaise à l'autre bout de la table, celle qui était habituellement réservée à la secrétaire junior chargée de rédiger le procès-verbal. « Où tu pars, définitivement. » Le silence était assourdissant. Adrian fixait son père, la mâchoire crispée. Il chercha du soutien auprès des membres du conseil d'administration, mais tous semblaient fascinés par le grain du bois de la table. Vaincu, Adrian traversa la salle et s'assit sur la petite chaise. Lorenzo se dirigea en fauteuil roulant vers la tête de la table. Il ne souriait pas. Il regarda chaque membre du conseil d'administration, les fixant du regard un par un. « Vous pensez tous que je suis fou, » commença Lorenzo. Ce n'était pas une question. Vous chuchotiez, le vieil homme perd la tête. Il est manipulé par son personnel. Il est sénile. Il jeta un épais registre relié de cuir sur la table. Des grains de poussière dansant dans l'air. « Ce n'est pas de la sénilité, » grogna Lorenzo. « C'est de la comptabilité, » dit-il en désignant Clara. « Levez-vous, Malorici. » Clara se leva, les jambes flageolantes. Tous les regards dans la pièce étaient braqués sur elle. « Voici Clara Ritchie, » annonça Lorenzo. « Beaucoup d'entre vous la connaissent comme la femme qui vous a servi de l'eau au Loven il y a 3 semaines. Vous ne l'avez pas regardée en face à ce moment-là. Je vous suggère de le regarder maintenant. » Lorenzo, avec tout le respect que je vous dois, l'interrompit un membre du conseil d'administration nommé Sterling. « Nous avons une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels dans 2 jours. Le marché est nerveux. Pourquoi une serveuse participe-t-elle à une réunion à huis clos? Parce qu'elle est la plus grande créancière de cette société, rétorqua Lorenzo. Sterling cligna des yeux. Pardon? Il y a 55 ans, dit Lorenzo, sa voix prenant un ton narratif qui captiva l'Assemblée. J'avais 25 ans. J'avais une idée pour une nouvelle façon de fondre l'acier recyclé. Elle était moins chère, plus rapide et plus sale que ce que faisaient les grandes aciéries. J'avais besoin de capitaux. Je suis allé dans toutes les banques de la ville. Ils se sont moqués de mon accent. Ils se sont moqués de mes vêtements. Lorenzo regarda Clara. Je vivais dans une pension dans le Queens. Il y avait un homme dans la chambre à côté de la mienne. Pietro Ricci, un charpetois. Il travaillait 14 heures par jour, ponçant des planchers jusqu'à ce que ses doigts saignent. Il économisait de l'argent pour faire venir sa femme des Abruzes. Il avait 500 $ cachés dans une boîte de conserve sous son plancher. En 1955, c'était une fortune. C'était une maison. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais connu cette partie de l'histoire. Une nuit, je pleurais dans le couloir, admit Lorenzo, choquant l'Assemblée. J'étais prêt à abandonner et à retourner en Italie. Pietro est sorti. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai parlé de l'acier. Je lui ai parlé de l'avenir que je voyais, mais que je ne pouvais pas atteindre. Lorenzo fit une pause, la main légèrement tremblante alors qu'il touchait le grand livre. Il ne m'a pas demandé de plan d'affaires. Il ne m'a pas demandé de garantie. Il est allé dans sa chambre, a déterré la boîte de conserve et a versé l'argent dans mes mains. Il m'a dit, « Lorenzo, tu as la passion. Va faire en sorte que cette flamme travaille pour nous. » Nous nous sommes serrés la main. Il m'a dit, « Rembourse-moi quand tu seras roi. » Lorenzo s'est tourné vers Sterling. « J'ai pris cet argent. J'ai acheté la casse.
J'ai construit la première usine. J'ai gagné mon premier million, puis 10, puis 1 milliard. Mais quand je suis retourné voir Pietro, il avait disparu. J'ai engagé des détectives, a poursuivi Lorenzo, la voix lourde de regret. Mais Richie est un nom courant. Je l'ai perdu. Pendant 50 ans, j'ai été un voleur. J'ai construit 7 tours avec de l'argent volé. Il s'est tourné vers Clara. Ton grand-père n'a jamais eu son magasin, n'est-ce pas? Non, a murmuré Clara, la voix tremblante. Il travaillait dans le bâtiment. Il est tombé d'un échafaudage en 82. Il est mort sans le sou. Un murmure parcourut la pièce. Sans le sou, répéta Lorenzo, le mot suspendu comme une guillotine. Alors que je volais en jet privé, alors qu'Adrian achetait des yachts. Lorenzo se retourna vers le tableau. Son regard était dur comme le diamant. La dette est due, avec les intérêts composés. Béatrice se leva alors, faisant glisser une pile de documents juridiques au centre de la table. À 8 heures ce matin, déclara Béatrice d'une voix claire et tranchante, M. Blackwood a transféré 51% de ses actions avec droit de vote à une nouvelle entité, le Richie Blackwood Trust. Les bénéficiaires sont les descendants de Pietro Richie. Les administrateurs disposant du droit de vote sont moi-même et Mademoiselle Clara Richie. La salle s'embrassa. Chris, protestation, question sur la légalité. Adrian se leva, le visage cramoisi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous confiez l'entreprise à une étrangère, c'est une serveuse. C'est la propriétaire, rugit Lorenzo, faisant taire la salle. Et vous, Adrian, vous êtes un employé. Et vous êtes un échec. Lorenzo roula le long de la table vers son fils. Vous vouliez me déclarer incompétent parce que je voulais manger des pâtes, dit Lorenzo calmement à Adrian. Tu voulais effacer nos origines parce qu'elles t'embarrassaient. Tu as réduit la qualité de l'acier pour économiser quelques centimes. Tu as traité les gens comme des machines. Lorenzo s'arrêta à quelques centimètres d'Adrian. Je ne te licencie pas, Adrian. Ce serait trop facile. Tu resteras PDG. Adrian avait l'air perplexe. Je vais rester? Oui, mais tu n'auras pas le droit de vote. Tu rendras des comptes à la fiducie. Tu rendras des comptes à Clara. Tu réapprendras ce métier à partir de zéro. Vous visiterez les usines. Vous parlerez aux ouvriers. Vous apprendrez quelle odeur à le faire en fusion. Lorenzo tourna sa chaise pour faire face à Clara. Et vous, ma chère, dit-il doucement, les avocats ont déjà viré les fonds à l'hôpital de Cleveland. Votre mère y est transportée par avion en ce moment même. L'équipe de transplantation l'attend. Clara ne put se retenir plus longtemps. Elle se couvrit le visage de ses mains et sanglota. Ce n'étaient pas des larmes de circonstance, mais l'expression brute de toutes ces années de terreur et de pauvreté qui s'évanouissaient en un instant. Lorenzo attendit qu'elle se calme. Puis il fouilla dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit récipient Tupperware. Les membres du conseil d'administration observèrent en silence, perplexes, le milliardaire ouvrir le couvercle en plastique. À l'intérieur se trouvait une sauce tomate rouge et onctueuse. Il la posa sur la table en obsidienne. À côté, il posa un morceau de pain croustillant. « Adrian, dit Lorenzo. »« Oui, père. » Adrian semblait petit, brisé, mais à l'écoute. « Viens ici. » Adrian s'approcha. Il regarda le pain. Il regarda la sauce. Il regarda Clara, qui s'essuyait les yeux et le regardait, non pas avec triomphe, mais avec une étrange empathie fatiguée. « Nous avons une règle dans cette famille, dit Lorenzo, sa voix résonnant dans la salle de réunion silencieuse. Nous ne gaspillons pas la sauce, Lana. La sauce, c'est l'âme. Tu as oublié l'âme, Adrian. Lorenzo désigna le pain. Faites la scarpetta. Adrian hésita. Il regarda les membres du conseil d'administration, ces gens qu'il avait tant essayé d'impressionner par sa froideur et sa cruauté. Adrian regarda cet homme qu'il croyait perdu à cause de la démence, pour finalement découvrir qu'il était le seul à être vraiment éveillé. Adrian tendit la main. Sa main manucurée prit le pain. Sa main manucurée prit le morceau de pain rugueux. Il le trempa dans la sauce. Il ne le fit pas délicatement. Il le passa dans le récipient, ramassant l'or rouge, tachant le bout de ses doigts. Il le mangea. Il mâcha lentement. Le goût était acide, sucré, aillé. Cela avait le goût d'une cuisine qu'il n'avait pas visitée depuis son enfance. Il avait le goût d'un souvenir qu'il avait refoulé.
Adrian avala. Il regarda Clara. C'est bon, murmura Adrian. Ça vient du repas du personnel, dit Clara d'une voix calme. Le chef Marco l'a préparé ce matin. Adrian acquiesça. Il prit un autre morceau de pain. La réunion est levée, annonça Lorenzo en faisant pivoter son fauteuil roulant. Clara, Béatrice, nous avons du travail. Je pense que l'acierie de Pittsburgh mérite une visite. Je veux montrer à Clara où son grand-père m'a sauvé la vie. Alors que Lorenzo s'éloignait, flanqué de la redoutable Béatrice et de Clara, l'ancienne serveuse devenue propriétaire, les membres du conseil restèrent assis, fixant le récipient Tupperware vide sur la table en obsidienne. L'Empire était tombé. La famille était revenue. Et dans le silence du gratte-ciel, l'odeur de l'ail et des tomates persistait, le parfum d'une promesse enfin tenue. Ainsi, l'Empire bâti sur l'acier et le silence furent sauvés par un bol de spaghettis et une promesse vieille de 50 ans. Lorenzo Blackwood ne trouva pas seulement un héritier ce jour-là. Il retrouva son âme. Clara Ritchie n'a pas seulement trouvé une fortune. Elle a récupéré l'héritage de son grand-père. Cela nous rappelle que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire dans un monde de plastique et de faux-semblants est quelque chose de réel, quelque chose de désordonné, comme nettoyer son assiette avec un morceau de pain. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que le courage et l'authenticité peuvent encore triompher dans ce monde, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à faire connaître ces histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire. À la prochaine, restez authentique. One, two, three. Go, go, go. Let me flash. I'm gonna flash. One, two, three. Oh, il est à gauche. Vers le haut. Oh là là, mais elle met des rôles de... Je vais pas parler, je vais pas parler. J'étais sur la Reina. Oh là 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 là. Y'a un gars qui flanque. Mais y'a rien qui va, mais y'a rien qui va. En vrai, ça m'étonne pas, on a une Sage. Ils vont flanquer Louise. Elisa, elle carry, hein. Mais en fait, Elisa, c'est elle vrai que Sage carry. m'a pas vu et je l'ai pas vu dans le corner. Ouais, elle s'est cachée derrière son wall, ouais. Elle m'a laissé passer. La coquine. La coquine, non, vraiment. Bon, We Gobé. can try fast B, maybe. Voilà. Gobi, Gobi. Lisa, elle est en pétard. Lisa, elle est en pétard. One close. Wow. Low HP, close. 80. Bien, bien. Ça va, 50 HP. Ah, oh, derrière. Oh, mon dieu. Oh, il m'a fait trop peur. Oh, il m'a fait trop peur. Ils sont tout le temps en train de flank. Mais ça veut dire qu'on pourra les flank aussi. Parce qu'ils ont une siège aussi. Mais bon, faut mettre terrain dans l'attaque là. Oh là 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 là. À chaque fois, ça fait 2 fois il me manquait 2 games pour rank up et Come je rank up again, pas. I'm gonna ult long, ok? 2 games, 2 rank up, je rank up pas, frère. Tu vas ult où t'as dit? Mais Long. long, ok. En fait, ouais, je suis ascendant, mais je déteste passer short parce qu'à chaque fois je me fais arracher par des pompes, du coup je suis traumatisée, du coup j'aime pas. Avec ton ult, tu peux aller short. Et l'initiateur qui peuvent passer dans le short. Wait, this low?
Faut me follow par contre si je le tue. Qu'est-ce que tu me fous derrière Kata là? Attends. Ah, mais y a personne qui flanque, what? Перезаряжаю. Остался один враг. I have. Ouah, Non, mais nice. j'avais entendu Vas-y, un gars passe. flank et je me suis dit, bah, je vais pas passer 4 heures en flank. Mais vas-y, c'est des gros rats. C'est des gros rats, c'est des gros rats. J'ai entendu un gars, quand j'étais là, j'ai entendu le gars aller midi. We can try C now? Est-ce que c'est une bonne idée, genre que je wall à chaque fois, genre comme ça? Ouais, je pense. Ouais. Bah, du coup, je pense que. Bah, en fait, ça dépend. Je trouve ça contre-productif si t'es que ça, mais c'est smoke. De Bah, quoi, pardon, j'ai pas entendu. Moi, je flash à Si travers je ton wall wall. comme ça, genre. Jink, 1 HP, go, 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 go. Un de wall maybe. Ouais, J'entends HP bridge, but he gets heal, I guess. J'ai mis 5,45, ok, mais je pense que c'est fait heal. Il était sur side. Nice. Merci pour follow, 6, nice, 6, 7. Merci pour ton follow, 9, 7, 1, Tom. T'as acheté la fantôme du coup? Et bah là, ils vont me l'offrir. Il y a un viewer à moi qui me l'offre. Oh, trop mignon. Go away again. Parce que je l'ai vu dans la game, je pensais que c'était la team. Parce que moi, je t'ai vu aussi la voir à un moment donné. C'est les J'avais ennemis. ramassé à terre. C'est les ennemis. Il y a un Ah. gars en face. Mais du coup, ouais, je vais la French, quoi. Ouais, elle est trop bien. Vraiment. Donc si tu l'avais, c'est que ça, faudra que tu rejoues avec nous. Avec moi. En plus, maintenant que j'ai joué Phoenix, je peux te laisser sur smoke. Oh, wow. Shotgun. Il y a des shotguns. Attendez, je le cross. Can you rest? Остался один игрок. Can you help maybe? Il s'est bloqué sur le wall de la c'est side, il con. était bloqué. Il était bloqué. Elle la wall et il pouvait pas passer. Сова Bah, устранен. débloque-toi, genre, je sais pas. parce que Débloque-toi. on va dans la longue. Il Débloque-toi. attendait que la side leur pique. C'est comme un match. Frère, débloque-toi, frérot. Il attend quoi? Débloque-toi, frère, non? Ah, si, j'ajoute ça en fait. Ah, il va vrai, je vais mourir. Regardez, il va vrai, je vais mourir. Vous êtes prêts? On va tous mourir. Oh, Bon, le haut là après, c'est oh j'ai un con, hein. bug. Bro. Остался один Voilà, игрок. voilà en fait. Faut Woman. paniquer. Oh putain, le time. Lui, il passe et moi, je passe derrière. Je passe pas, quoi. Bref. Пока не могу. 10 секунд. You got this. Спайк установлен. Smoke in 12 seconds. Careful game. I smoke you top in 5 seconds. Boss. Boss. Ah bah oui, il va dans le... Остался один игрок. Non, La vie, c'est grâce à ma Smoky, oui, c'est bon. Voilà, il s'est débloqué, c'est bon. I love this clutch. Good job. Thank you, Nice thank you, move. guys. Je suis juste morte 2 fois, mais tranquille. Good job, Sage. Ah, vas-y, frérot, mon cadet. Il est en train de niquer mon cadet.
Demande à Sage, non, il peut te bail. You can drop maybe Sage, please. Mon sac Thank you. I can d'Awings. have my ult. I can take Mon it. sac I believe d'Awings. you can ult too, so be careful. В бурю я сражаюсь. Be careful. Ah, go back. Go rotate. Je go sens rotate. vraiment mal, hein. La vérité, c'est Breach qui est là, il va tellement nous niquer la gueule. Nice bro. I'm gonna ult B, come. Cover my body, please. Подкину дымка. One window. OP window. One bush. Барьер установлен. Ослеплю их. Ты в порядке? Спайк устан... Перезаряжаю. Никто не устоит! Ограничен. И вновь, как нет! Остался один враг. Yes. Здесь. Yes. Good job. Je suis un peu une Reyna qui bait en vrai, je vous avoue. Coucou Strani, coucou. Je suis un peu une Reyna qui bait. Je vous avoue, je suis un peu en train de bait là. My bad. Каждый из нас боец. Mi, 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 holy, mi, Merci. holy, mi, holy. Mi, holy, mi, holy. Maybe Ouais, we mais j'ai can rien. plant and Soba you can play Mi, Silo. holy, with your ult. mi, holy. It's okay for me. Let's go. Mi, mi, holy. Нужно победить.